Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'heure des dérèglements climatiques, l'arbre hors forêt, celui qui agrémente nos villes et nos territoires urbanisés, est devenu un enjeu. Bien au-delà du seul rôle esthétique que nous lui donnons parfois, et à tort, l'arbre questionne nos pratiques et les mots que je vais citer ici, vous les connaissez très bien. Forêt urbaine, transplantation de sujets déjà grands, verdissement de certains de nos immeubles, etc., etc. Mais est-ce que toutes ces pratiques sont bénéfiques pour nos villes et de quoi ont besoin les arbres pour bien se développer et nous offrir en retour confort et bien-être ? Vous l'avez compris, mon invitée aujourd'hui est architecte paysagiste et spécialiste de l'urbanisme végétal. Elle s'appelle Caroline Molly et j'ai eu grand plaisir à l'inviter au micro à l'occasion de la parution de son livre tout à fait passionnant « À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain », un livre tout juste publié aux éditions de Lachaud et Niestlé. Caroline Molly, bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre livre car j'y ai appris énormément de choses sur les arbres, ces compagnons de notre quotidien que nous ne savons pas toujours traiter avec le respect qui leur est dû. Votre livre se concentre sur une catégorie d'arbres en particulier, les arbres de compagnie. C'est une très jolie expression qu'on retient facilement, mais pour nos auditeurs, il est peut-être utile et important de leur dire ce qu'est un arbre de compagnie. Ah oui, volontiers. C'est une formule qui m'est arrivée comme ça, comme une évidence, parce qu'il y a énormément de propos sur les arbres aujourd'hui et qu'il n'y avait pas de désignation précise pour les arbres qui sont ni dans la forêt, ni dans les haies, qui ne sont pas productifs, qui ne sont pas des arbres fruitiers, qui sont simplement pour le plaisir. Oui. Et ça indique aussi pour moi cette proximité et cette affection qu'on peut avoir pour nos arbres familiers, ceux qu'on rencontre, ceux qu'on croise dans la rue, ceux qu'on a devant sa fenêtre, ceux qu'on a dans son jardin, et qui ne sont là que pour le plaisir en définitive, pour nous apporter de l'ombre, pour nous apporter du bien-être, pour nous apporter de la beauté, des fleurs, des floraisons, des fruits. C'est cette catégorie de l'arbre qui ne rapporte rien mais qui nous apporte tellement. Par comparaison aussi à la forêt où il peut y avoir un aspect économique derrière, c'est bien ça ? Absolument. Oui. Non, l'arbre de compagnie ne vous rapporte pas un euro. Mis à part le bien-être qui devient très important dans les villes. Alors, il vous apporte le bien-être, il vous apporte aussi, on en parlait, la plus-value immobilière, bien sûr, qui est très très importante pour le coût d'un bien immobilier. Mais sinon, non, il ne vous apporte rien. Que du plaisir. Que du plaisir. Les premières pages aussi de votre livre sont consacrées à quelque chose de très important. Elles expliquent aux lecteurs à quel point ce sont aussi des chefs-d'œuvre vivants, un chef-d'œuvre de la nature. Alors ça, c'est tout à fait particulier. Ça m'est venu aussi à travers les lectures que j'ai pu faire ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens extrêmement savants et en même temps des artistes aussi qui s'intéressent aux arbres. Cette idée de chef-d'œuvre vivant. Oui. On parle des monuments historiques. Et on investit pas mal, il y a des services de l'État qui s'occupent des monuments historiques, de les protéger, etc., qui sont inertes. Bon, on peut les réparer, on peut les reconstruire, on peut ça. Mais pour le vivant, on a des monuments historiques et ceux-là ont la particularité d'être vivants. Ils ne sont pas inertes. Donc, ils sont magnifiques, ils sont notre patrimoine. Et en plus de ça, ils vivent. Pour certains, d'ailleurs, quand je pense aux oliviers millénaires, etc., il y a vraiment cette notion de patrimoine. Ah oui, c'est encore plus que du patrimoine, c'est presque abyssal. Je veux dire, si on regarde 2000 ans en arrière, je pense à une phrase que j'ai lue de Francis Allais qui parle de l'olivier de Menton qui a 2000 ans et qui a vu passer les troupes de César. Oui. Donc c'est quand même... Oui, c'est quand même... ils ont traversé les 2 millénaires et ils ont traversé toutes les étapes qui font que nous sommes ici aujourd'hui et qui sont toujours là. Revenons aux arbres de compagnie. Ils n'ont pas toujours été bien traités en France, à tout le moins. Autre expression absolument équivoque et que je trouve très éloquente, vous parlez des 30 désastreuses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé pour les arbres pendant cette période de développement urbain et croyait-on de grands progrès ?
Oui, alors c'est assez dramatique ce qui s'est passé en réalité. Au nom du progrès et au nom aussi d'une résorption de la pauvreté et de l'habitat, Oui, on a été obligé, après la guerre, de construire, de démolir des taudis et de reconstruire des villes, de construire et construire encore en périphérie des villes et les villes nouvelles et tout ça. Et c'était aussi la période où la voiture s'est développée pour le grand public. Donc c'était habiter, oui, circuler, travailler. C'était une époque de fonctionnalisme où en fait chaque fonction de la vie avait un quartier précis ou avait une architecture ou un design précis. Et là-dedans, il n'y avait pas vraiment de place pour le plaisir oui. d'être dehors. On remarquera quand même que ces grands ensembles qui ont été construits pendant ces années-là sont assez indigents au plan de l'ambiance extérieure. On n'a pas envie vraiment d'y être. Et à cette époque de développement exacerbé, évidemment, les arbres gênaient. Bon, un arbre, deux arbres, un alignement, un massif, un bosquet, un bois, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève parce qu'il faut faire avancer le progrès. Et à cette même époque, avec l'invention de la grande échelle, la grande échelle et la tronçonneuse sont les deux outils du massacre des arbres pendant les années 60 et 70. Avec en plus, pour les commander ou pour les diriger, des personnes qui n'avaient plus aucune notion de ce que c'était qu'un arbre ou la nature ou quoi que ce soit. C'est-à-dire des gens qui étaient hors sol déjà, alors qu'autrefois, les gens qui s'occupaient même des travaux routiers, mais surtout des travaux paysagers, comme on dit, avaient quand même une origine paysanne pas tellement loin. Ils savaient qu'un arbre avait des racines et une couronne. Tandis que là, un arbre, c'est quelque chose qui gêne, on le coupe et puis voilà. Et donc, au nom du progrès, effectivement, on a coupé, taillé, rasé, recoupé, retaillé, re-rasé. Et c'est très important de comprendre ça et de se rendre compte qu'il y a une espèce d'habitude acquise et que maintenant, mes interlocuteurs me disent, quand je leur dis « Mais attendez, arrêtez de couper votre arbre, c'est pas possible, on ne peut pas dire vous lui faites mal, mais c'est pas bon pour lui. » Et ils me disent « Mais on a toujours fait ça. » C'est-à-dire que la mémoire collective d'aujourd'hui, elle voit les 30 dernières années, on a toujours fait ça et on continuera à faire ça. Donc, de revenir en arrière sur ces idées reçues que d'élaguer un arbre, ça lui fait du bien, c'est extrêmement difficile. C'est un tour de force et je ne sais pas comment y arriver. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? On vient de parler de l'élagage, il y a aussi l'abattage. Quelles sont toutes les mauvaises pratiques actuelles dans la ville qui fait tant de mal à ces arbres de compagnie? Alors, on a parlé de l'élagage et c'est vrai que c'est très important parce que ça remonte quand même déjà à une ou deux générations. Oui. Mais il y a d'autres phénomènes qui émergent. Et là, de façon plus récente, c'est toujours dans cette idée que l'arbre est une sorte de décor, mais qu'on ne prend pas en considération sa dimension vivante. Il y a toute la multiplication des promesses arborées ou arborescentes dans la ville, comme par exemple les 1000 arbres, 10 000 arbres, 50 000 arbres qui vont apparaître d'ici 3 ans. Comme par exemple la multiplication des pots aussi sur les places et les placettes et dans les rues et les avenues. Ah, vous avez vu, j'ai planté 1000 arbres, je les ai mis dans des bacs. Bon. Comme par exemple aussi les façades végétales qui sont une vraie catastrophe financière et une catastrophe écologique. Et puis les transplantations de gros sujets, ça je suis très très fâchée contre ces pratiques-là parce que je pense que c'est une imposture au vivant, que l'arbre, c'est quand même des chocs considérables de couper les racines, de couper les branches pour leur faire ensuite 2000 km et les transplanter dans un milieu qui n'est pas le leur. Et qu'au final, ce sont des pratiques qui coûtent cher, parce qu'en général, les arbres ne s'en remettent pas. Mais on a l'arbre magnifique pour l'inauguration de la place ou de l'avenue. Oui, et donc, si je vous ai compris aussi, il y a des espèces pour un milieu et on a oublié de respecter cette règle-là. Par exemple, un olivier n'a rien à faire dans une ville comme Lille et un palmier, finalement, est-ce qu'il a plus à faire dans le sud de la France? C'est bien cela? Ah, ça, c'est plus compliqué. Bon, pour les palmiers et pour les oliviers, on peut dire qu'il y a une mode qui est arrivée il y a une vingtaine d'années, avec cette mise en place de trafic
En fait, c'est du trafic pur et simple. Si vous voulez. Il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur ce trafic. Du palmier et de l'olivier, parce que ça donne une sorte d'ambiance exotique. Oui. Bon, donc voilà, ça fait penser aux vacances et tout ça. Bon, je pense que c'est pas très sérieux et c'est pas là-dessus qu'il faut envisager la plantation de nos environnements quotidiens. Après, il faut pas mélanger ça avec une tradition internationale de mutation, enfin de migration des plantes. Et depuis toujours, les plantes ont changé de milieu. On a été les chercher. Oui. Si on n'avait pas été chercher la pomme de terre, avec quoi on ferait nos gratins de finois? Oui. Donc, l'essentiel de nos plantes que nous connaissons aujourd'hui viennent d'ailleurs. Donc, il faut bien accepter cette idée qu'il peut y avoir des plantes qui viennent. Le platane vient d'ailleurs. Le tilleul peut venir d'ailleurs, pas tous. Mais la plupart des plantes que nous avons, les arbres que nous avons autour de nous, viennent d'autres régions. Donc, c'est aussi pour moi une sorte de curiosité, la curiosité du botaniste qui va chercher une plante et qui va essayer de l'acclimater pour voir ce que ça donne. J'aime ça. Et ça nous donne les magnolias, ça nous donne les cerisiers à fleurs, ça nous donne enfin tout un panel d'arbres magnifiques pour enjoliver notre quotidien. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé finalement de beaucoup de choses négatives. On va essayer de renverser la tendance. Qu'est-ce que pour vous un arbre bien traité, et dans ces conditions, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à la ville et à ses habitants? Qu'est-ce qu'un arbre apporte à la ville? Je ne crois pas, je suis sûre, et c'est confirmé par des études qui ont été diffusées par l'ADEME. Ça a été confirmé que l'essentiel de ce qu'attendent, de ce qu'apporte un arbre en ville, c'est l'ombre. Oui. Et ça devient flagrant aujourd'hui, complètement évident, vu le contexte de canicule et d'îlots de chaleur urbaine et tout ça. Donc, on veut de l'ombre. Et les citadins veulent de l'ombre. Et vous pouvez voir une place ou une avenue, quand il fait chaud, où marchent les gens? Ils marchent à l'ombre. Où est-ce qu'ils vont prendre leur café? Ils vont le prendre à l'ombre. Ça, pour moi, c'est une évidence. C'est même pas la peine de faire des milliers d'études scientifiques. Alors, pour avoir un arbre qui donne de l'ombre, il faut avoir une belle couronne. Mm-hmm. Alors, pour avoir une belle couronne, il faut ne pas le couper, ne pas le tailler. Oui. Il faut lui donner suffisamment d'air pour sa couronne. Il ne faut pas le mettre dans un espace trop étroit. Il faut adapter l'espèce à l'espace dont on dispose. Et pour avoir une belle couronne, il faut aussi que les racines puissent alimenter la couronne. Donc, il faut du sol pour les racines. Et c'est mon tiercé gagnant, c'est de l'air, de la terre et du temps. Parce que pour qu'un arbre pousse bien et se développe, avec une garantie de santé pour l'avenir, il faut qu'il soit planté jeune et qu'il s'adapte au terrain. C'est toute la question des transplantations, aussi bien pour toutes les espèces vivantes. Quand vous transplantez quelqu'un, il y a toujours une période d'adaptation. Or, l'arbre, plus vous le plantez jeune, plus vous soignez son environnement, son sol et son air, et plus vous le laissez tranquille, et plus il vous donnera une belle couronne, et plus il vous donnera de l'ombre. Donc c'est simple, c'est du bon sens, mais malheureusement, les gens sont pressés, ils veulent avoir leur arbre tout de suite, ils veulent avoir... Non, c'est pas possible, désolé. Le jardinier, le bon jardinier vous dira « Madame, attendez un tout petit peu, c'est pas très grave, 5 ans et vous aurez déjà du résultat. » La patience, c'est ce qui manque le plus à nos contemporains. C'est un peu ça, oui, mais c'est aussi une école de patience et c'est aussi... moi, je trouve que c'est un plaisir de voir un arbre grandir. C'est comme un enfant. Vous le plantez jeune et puis vous revenez l'année d'après, il a déjà doublé de volume. Et puis 5 ans après, vous dites « Oh là là, mais ça fait que 5 ans que je l'ai planté, mais c'est formidable !» S'il est bien planté. Et s'il n'est pas en pot. Ah bah bien sûr. Oui. J'ai parlé des racines, de la terre pour les racines, de l'air, de la terre et du temps. Puisqu'on voit dans votre livre une double planche où on voit une place avec un nombre équivalent d'arbres. D'un côté, ils sont en pot et de l'autre, ils sont plantés. Et quelle différence! C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait que, effectivement, on peut se poser la question de à quoi ça sert de nous faire... des belles garnitures, des beaux pots avec des bouts d'arbres dedans, ça sert à rien. Dans 5 ans, il faudra les changer, les enlever. Non, nous, on veut des beaux arbres.
Mais c'est extrêmement difficile parce que les promoteurs ou les élus ont peur de leur public. Les publics qui ne sont pas forcément bien informés veulent du vert tout de suite. On ne peut pas avoir du vert tout de suite. On peut néanmoins programmer les effets dans le temps, c'est-à-dire mettre un peu plus de fleurs ou un peu plus d'arbustes avec des arbres, et ensuite on enlèvera la couche basse pour laisser les arbres. Donc il y a des solutions. Est-ce que selon vous, nous qui sommes passés par les 30 désastreuses, nous sommes désormais capables dans nos villes françaises de conjuguer correctement toutes les données du problème, c'est-à-dire le changement climatique, les besoins des habitants et les besoins des arbres? Oui, bien sûr. Bah oui, ça je suis... Parce que je trouve important de terminer par une note positive. Je suis foncièrement optimiste là-dessus, absolument. On peut, et certaines villes le font très très bien. Alors, ça passe par... Déjà, il faut que chacun reste à sa place. C'est-à-dire qu'il faut que le politique donne une orientation. Il faut qu'il fasse confiance à ses services techniques qui, eux, connaissent le métier, savent planter un arbre et savent le gérer dans le temps. Et il faut également, et ça c'est très très important, que les services techniques travaillent entre eux. C'est-à-dire que la voirie travaille avec les espaces verts. Et ça, c'est vraiment extrêmement compliqué parce que les services de voirie ont l'habitude de passer la couche de bitume, là. Oui. Et quand on leur dit, non, attendez, il faut laisser un peu les racines respirer, là, faites-moi des sols. Ah mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, on continue. C'est très dur, c'est très très dur. On travaille de façon verticale chez nous. Le service de la voirie fait de la voirie, le service des espaces verts fait de l'espace vert, etc. Bon. Et le travail en transversal est un des éléments majeurs. Et ensuite, il y a aussi un gros morceau, c'est informer la population que si on a un arbre qui n'est pas énorme, dans 3 ans, 4 ans, il sera magnifique, il sera frais, il sera jeune, il sera fort, il sera vigoureux, tout ira très bien. Et ça, c'est assez difficile vis-à-vis du public. On parle beaucoup de la ville du futur en ce moment. Quel est votre vœu le plus cher pour cette ville du futur? Ah, mon vœu le plus cher. Écoutez, paradoxalement, c'est pas forcément... il faut des plantations, bien sûr, il faut des arbres, bien sûr, il faut il faut des jardins, il faut des parcs. La ville doit être dense quand même. Et je pense aux villes méditerranéennes qui n'ont pas d'arbres, qui sont des très belles villes aussi. Donc, la ville du futur, c'est une ville qui est réfléchie en fonction de l'espace public, c'est-à-dire la qualité de l'espace public et de la beauté de l'espace public. Pour moi, on a trop réfléchi en termes de fonction et il faut réfléchir en termes d'harmonie et de beauté aussi et laisser de côté le fonctionnalisme. Et de bien-être? Oui. Un grand merci Caroline Molly. Merci à vous.